objectif JO pour toi après? Bien sûr. Je suis pas. Ce serait mentir de dire que je suis là juste pour faire le TKO. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne YouTube d'Open Gym TV. Aujourd'hui, on est à Levallois avec Laou Konaté pour cette troisième interview de notre petite série. Déjà pour commencer, Laou, comment ça va? Ça, merci et toi? La Très forme? bien, nickel. Content de te recevoir sur notre chaîne. Avec plaisir. Pour rappeler le principe, on a déjà fait avec Armel Traoré et Benjamin Sen. L'idée, le concept de notre interview, c'est de revenir dans la chronologie de sa carrière et on va commencer tout de suite par le tout début avec ton début avec le basket du côté de l'AS Orly. Il me semble que tu débutes à 5 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'amène vers ce sport? Tout simplement, c'est mon grand frère, voilà, mon grand frère Toumani qui m'a inscrit au basket. À la base, je voulais faire du foot. Et à la rentrée des classes, il m'a dit allez, viens ici, tu vas faire du basket comme moi. Et il m'a inscrit. Et au fil du temps, j'ai appris à apprécier ce sport. Et ça t'a plus jamais lâché Exactement. Après, j'ai pu lâcher le sport, j'ai oublié le foot et c'était basket quoi. Pas trop de regrets, ça va? Non, pas de regret, hein, non, franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, tu t'en vas du côté de Charenton où tu crées une relation toute particulière avec Evan Fournier notamment. À quel point ces années de formation, elles ont forgé le joueur et la personne même que tu es devenu aujourd'hui? C'était top parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de concurrence dans ce club. Voilà, il y avait de forts joueurs, de gros joueurs qu'ils ont pu exploser en professionnel aussi. Je pense à Jérémy Enzeli, à l'époque Babacar Niang. Il y avait pas mal de joueurs, Yvan Emmanueli. Enfin, il y avait vraiment une grosse concurrence et ça te préparait pas mal, soit avant pour le pôle ou soit après pour l'INSEP ou les grands centres de formation. Donc c'était très très utile pour mon développement de pouvoir être à Charenton et pouvoir jouer avec de gros joueurs déjà même à l'époque. Ça marche. Et donc ensuite, justement, pour lancer ta carrière professionnelle, en tout cas rentrer dans un centre de formation, tu t'en vas dans le sud, du côté de Hyères-Toulon, où tu resteras 2 ans. Tu fais notamment 2 apparitions en pro, il me semble, lors de la deuxième saison. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces 2 années dans le sud? Très bien, c'était ma première fois que je quittais le sol parisien. J'arrive dans le sud, j'arrive dans un club un peu qui se cherche, mais c'était cool parce qu'on avait vraiment une bonne bande de potes, si je puis dire. Que ce soit en cadet France où on fait vraiment une très bonne saison dès ma première saison au HTV. Après ma deuxième année en espoir, c'était un peu plus compliqué, etc. Niveau surtout des résultats parce qu'on ne faisait que de perdre. Mais c'était top voilà, pour le développement, je dirais. Et non, j'en tire de très belles leçons là-bas. J'ai pu côtoyer Moustapha Sonko, qui est aujourd'hui notre GM. Il était encore joueur à l'époque. Il y avait Vincent Mazingue aussi. Il y avait de gros noms qui étaient en fin de carrière et qui voilà, se reposaient sous les palmiers de Hyères-Toulon. Donc j'ai pu vraiment bien apprendre à côté de gros joueurs et pouvoir après partir dès lors de ma deuxième saison. Exactement, ta deuxième saison, donc tu quittes le club, tu restes dans le sud, mais tu passes à l'ouest du côté de Bayonne. Cette fois où tu lances ta carrière professionnelle en senior, puisque tu vas jouer à Bayonne en National 1. Comment est-ce que tu vis ce lancement? Il y a quand même un step, je suppose, avec le championnat espoir. Oui, exactement. Il y avait un step, il y avait une volonté. Après, il y avait aussi le coach espoir à l'époque qui m'avait quand même un peu, entre guillemets, dégagé de l'équipe. Il m'avait dit voilà, je compte pas sur toi l'année prochaine, je compte pas sur toi pour te faire jouer. Il y avait à l'époque Axel Julien qui montait en espoir pro. Donc, vu qu'à l'époque je jouais meneur, sur le poste de meneur, ça allait faire trop, il me disait. Donc, il m'avait dit tout bonnement d'aller chercher ailleurs. C'est ce que j'ai fait. J'avais la volonté de ne plus jouer en espoir et l'opportunité en National 1 était très belle. Donc je l'ai saisi. J'étais le 10e joueur à l'époque, mais au final j'ai pu gratter un peu plus de place. Et non, c'était une très belle expérience aussi, très belle expérience et heureusement que je suis passé par cette case-là. Ça marche. Je crois que ça se finit mal pour le club qui devrait disparaître Exactement. de la N1 à la fin de l'année. Ouais, le club s'est mal passé, ils ont mal géré les finances, dépôt de bilan à la fin de saison. La gestion était un peu houleuse, mais le club à la base il était bien, franchement il était bien. On avait Christopher Singleton qui était le coach, qui est aujourd'hui consultant sur Bein.
On avait de forts joueurs calibrés pour la N1. Mais c'est vrai que la gestion du club, elle était un peu houleuse. Donc c'est pour ça qu'on est descendu, quoi. Ouais, ok, je comprends. C'est dans ce contexte que tu files à Évreux, en Pro B. Comment ça se passe l'adaptation pour toi? Parce que tu découvres un 3e niveau en 3 ans, je dirais même un 4e niveau, parce qu'il me semble que tu joues aussi avec la N3, si je dis pas de Exactement, bêtises. c'est ça exactement. En fait, le coach Rémi Valin à l'époque m'appelle, il me dit que voilà, j'ai un projet pour toi, c'est de venir jouer chez nous. Tu joueras en espoir pardon, en National 3 et tu feras le banc pro avec nous en tant que 10e joueur. Donc voilà, tu seras tout le temps avec nous. Il me propose un contrat stagiaire pro de une saison. Donc moi, j'ai saisi l'opportunité parce que c'était pour moi voilà, un premier pas pour pouvoir côtoyer au quotidien une équipe professionnelle en 2e division. J'avais pas forcément peur parce que voilà, je savais que j'allais jouer avec la National 3 et que j'avais besoin de jeu. Donc je suis arrivé là-bas avec la détermination et au final, au lieu d'être 10e joueur, je crois que je finissais, au final j'étais 6e membre de l'équipe. Je jouais 40 minutes en National 3 et je jouais pratiquement 25 à 30 minutes en Pro B. Donc c'était pour moi le parfait combo pour pouvoir progresser et apprendre de mes erreurs. Justement, ce que j'ai noté, que tu arrives à t'installer dans le 5 majeur à 22 ans quand même en Pro B, ce qui n'est pas rien. Lors de la saison 2012-2013, c'est ta 3e à Évreux, mais comme tu dis, tu es monté progressivement avec des responsabilités. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as l'impression de franchir un premier cap, ou de te dire que tu commences à être un joueur installé tout simplement dans le basket français? Installé dans le basket français, non. Mais oui, je savais que chaque année, quand j'étais à Évreux, chaque année, de toute façon, j'ai passé un cap à Évreux. Ma première saison, j'étais en stagiaire. Après, ils m'ont signé en pro de 2 ans. Dès lors de ma 2e saison, je suis backup de Clévin Annan en meneur, mais au final, j'étais aussi 6e homme dans les ailes. Ma 3e saison, comme tu l'as souligné, j'étais dans le 5. Après, j'ai eu un petit frein parce que je me suis blessé, j'ai eu une grosse blessure. Ils m'ont re-signé quand même malgré tout pour me redonner confiance. Et dès lors de ma dernière saison, c'est là que je fais ma meilleure saison en Pro B. Donc non, j'ai passé des caps là-bas très très importants pour ma progression. J'ai voulu prendre le temps. J'avais des opportunités pour aller en Pro A avant et j'ai voulu prendre mon temps. Et je pense que oui, après au fur et à mesure, je vais m'installer comme un joueur majeur français de Pro B, mais pas du basket français. Pas encore, en tout cas, parce que justement, comme tu l'as dit, ton rendement il a augmenté considérablement, ce qui t'a valu de découvrir le prestigieux échelon français qui est la Pro A, avec l'équipe du Mans Sarthe Basket. Tu as remporté ton premier trophée en professionnel, il me semble, avec Le Mans, la Coupe de France en 2016 à Bercy. Quelles des émotions tu ressens à ce moment-là? Beaucoup, hein. Franchement, c'était énorme. Ma première saison, ça se passait super bien avec Le Mans. On avait une Coupe d'Europe, on jouait l'Eurocup à l'époque. Le groupe, quand je pense au groupe, franchement, limite, je peux en avoir des frissons, quoi, parce que le groupe il était juste énorme. Entre l'expérience et la jeunesse, c'était vraiment parfait. Et voilà, la petite récompense en fin de saison, la Coupe de France à Bercy, devant les amis, la famille, devant beaucoup de personnes, beaucoup de supporters du Mans qui avaient fait le déplacement. Et aussi l'année aussi, parce qu'en championnat, on avait perdu en demi-finale en play-off. Et c'était super bien pour le club, c'était l'objectif du club. Donc non, c'était un très beau démarrage, si je puis dire. Et justement, tu l'as souligné, j'ai noté aussi que tu te retrouves à jouer l'Eurocoupe la première saison, la BCL lors de ta seconde au Mans. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'atteindre ce niveau européen, de côtoyer les grandes équipes européennes? Non, pour moi, c'était fou, hein, parce que si je refais un peu le truc, jamais j'aurais pensé vivre ça à ce moment-là. Surtout ma première saison en pro, à vivre directement une Coupe d'Europe, une très belle Coupe d'Europe, parce qu'à l'époque, vraiment, l'Eurocup était vraiment très très relevé. Je ne dis pas qu'aujourd'hui elle n'est pas relevée, hein, mais c'est vraiment costaud avec les équipes russes, etc. notamment. Ouais, c'était une belle récompense. C'était une belle récompense, mais c'était pas une fin en soi, quoi. Ensuite, à 25 ans, tu effectues ton retour en Île-de-France en rejoignant le club de Nanterre 92. Et lors de ta 2e saison, tu réalises ta meilleure année individuellement, avec 12 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne, mais surtout avec des superbes récompenses individuelles, MVP du All-Star Game, dans le 5 majeur du championnat et meilleur défenseur de l'année. Franchement, avec du recul, quel regard tu portes sur cette saison? Est-ce qu'on a connu le prime de Lao Konaté?
Le prime, je ne sais pas. J'ai encore, Il j'espère, reste du temps. j'ai encore de belles années, j'espère, à vivre dans le basket. Mais ouais, c'était ma meilleure saison. Tu l'as suivi, statistiquement parlant, même humainement parlant, c'était une très belle saison. J'ai côtoyé de très belles personnes là-bas qui m'ont mis en confiance et qui m'ont permis de travailler au quotidien pour pouvoir atteindre tout ça. Et, collectivement, c'était magnifique. Il y avait une superbe ambiance. Il y avait beaucoup de respect. Et c'est ce qui fait que j'ai pu progresser. Et j'ai été pas mal responsabilisé aussi, donc ça aide beaucoup. Et non, c'était magnifique. Quand j'y repense, cette saison-là, c'était magnifique. Même la saison d'avant, elle se finit très bien. En cours de saison, on est capitaine. Donc ça m'a responsabilisé assez tôt, si je puis dire. Et l'entente que j'avais avec Pascal Donadieu et Philippe Da Silva et Franck Le Golf, ainsi que Vincent, m'ont beaucoup aidé à atteindre tout ça, quoi. À l'été 2019, tu quittes Nanterre et tu restes sans club pendant quelques mois. Tu rebondiras vite en octobre. Mais quand même, comment est-ce que ça se passe cette période pour toi? C'est la première fois que tu te retrouves sans club, en tout cas depuis le début de ta carrière professionnelle. Ouais, elle était compliquée cette période, parce que c'était une période qui était pour moi à la base censée être un peu plus claire que d'habitude. Et au final, je me retrouve sans club à la reprise, donc c'était compliqué à gérer, mais j'ai su la gérer en voyageant, en partant m'entraîner. Je suis parti m'entraîner à Dallas pendant pratiquement un mois. Après, je suis parti au Kosovo m'entraîner pendant 2 semaines et demie. J'étais un peu dans ma bulle pour pas voilà, penser à la saison qui débutait en septembre. J'essaie de vraiment pas trop calculer les réseaux, vraiment me mettre dans ma bulle et attendre une offre qui tombe. Mais ouais, c'était compliqué parce que j'ai dû faire des choix, refuser des clubs, parce que j'avais un objectif en tête. C'était de quitter la France pour aller dans le championnat espagnol. Pour moi, c'était un rêve et que je voulais l'atteindre. Donc j'ai dû prendre mon mal en patience et au final, ça a payé. Donc voilà, j'ai aucun regret là-dessus. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être l'homme que je suis. Donc pour moi, c'est magnifique, même si à l'époque, c'était super long, quoi. Le moment est dur, mais ça en vaut la peine Exactement, après. ça vaut la peine. Comme tu dis, tu signes finalement à Tenerife, donc dans ce championnat espagnol que tu découvriras. Tu vas disputer seulement 13 matchs parce que c'est l'année Covid, mais c'est quand même suffisant pour remporter ton premier trophée sur la scène européenne avec une victoire en Coupe intercontinentale. Est-ce que ce sacre a une valeur particulière, encore plus qu'un titre par exemple de Coupe de France au Mans? Est-ce que c'est différent? Comment est-ce que tu le vis, ce titre en Coupe intercontinentale? Je le vis très très bien parce que c'était un objectif du club déjà, de un. Ils aiment beaucoup ce trophée-là. Je ne le connaissais pas forcément. Et non, pour moi, c'était une belle revanche, une belle victoire pour dire que voilà, j'ai patienté, j'ai galéré, mais au final, j'arrive à remporter, un trophée. Et pour moi, c'est le plus important de remporter des titres collectifs avec ton équipe. Et surtout que voilà, Tenerife, c'est une équipe qui est toujours dans le top 5, top 4 en ACB et top 2 en BCL. Donc c'est une grosse écurie. Et d'avoir cette récompense-là, c'était magnifique. Et comme je dis, souvent quand tu gagnes des titres, c'est quand l'ambiance elle est super bonne, quand le groupe il vit bien. Et là-bas, c'est vrai que ça vivait super bien. Au-delà du fait qu'on puisse avoir le soleil tous les jours, dans l'équipe, il y avait beaucoup de lumière, il y avait beaucoup de rayons de soleil. Et c'est ce qui fait que ce club il performe toujours. Donc non, c'était de très beaux souvenirs. Avec, il me semble, une victoire en finale contre Bologne, qui était l'équipe qui avait battu Tenerife l'année précédente en finale de la BCL. Et peut-être aussi un sentiment de revanche pour ceux qui étaient déjà là l'année d'avant. Exactement, sentiment de revanche. Donc le coach était super motivé et c'était vraiment un gros match. C'était vraiment un gros match. Bologne, ils avaient vraiment une grosse équipe aussi à l'époque. Et une superbe ambiance. Franchement, c'était super bien organisé. Et, ouais, c'était top, hein. Franchement, c'était cool. Ensuite, tu signes à Boulogne-le-Valois en 2020, club avec lequel tu as d'ailleurs dépassé les 100 matchs l'année dernière, en avril 2023. Forcément, tu t'en doutes, je vais te poser une question sur cette saison dernière.
Tu as notamment côtoyé Wemby, Bilal Coulibaly et plein d'autres joueurs. En tant que capitaine, puisque tu étais le capitaine de l'équipe, est-ce que tu peux nous raconter ton rôle auprès des jeunes? C'est ma première partie de la question. Et la deuxième, est-ce qu'il y a quand même un regret de ne pas être allé au bout et d'avoir perdu en finale contre Monaco sur le score de On va 2-0? faire d'abord par la première partie, regret. Par rapport à un regret, tu m'as dit, c'est ça la première question? Ça peut être dans les deux sens comme tu veux. Est-ce qu'il y a un regret de ne Est-ce pas qu'il y être a un allé chercher regret? le titre? Et Et sinon, avant? par rapport à Wemby et Bilal, Ok. le rôle de Le rôle, ok, capitaine. d'accord, pas de souci. Mon rôle, tout simplement, c'était d'être de capitaine, hein, comme je suis depuis le début que je suis ici. Ça fait 4 ans que je suis capitaine des Métropolitains 92 et pour moi, ça a toujours été un honneur de pouvoir être le capitaine de cette équipe. Euh, L'année dernière, c'était vraiment particulier parce que c'était une année de malade, mais avant toute chose, il fallait quand même un accompagnement psychologique sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'être le lien un peu avec le coach parfois, de dire les instructions qu'il me disait le coach et de le dire aux jeunes, de leur parler, de les mettre en confiance. J'essaie vraiment de faire ça. Pour moi, c'était le plus important, de les faire rire, parce que c'est le plus important qu'ils se Se sentent détendre bien, un peu. se détendre, d'arriver. C'était toujours, pratiquement toujours la bonne humeur, à part quand, allez, on avait les mauvais jours, mais sinon, généralement, c'était toujours la bonne humeur. Et non, j'étais là dans le conseil. S'ils avaient besoin de parler, j'étais là, mais surtout, j'étais là pour les motiver, quoi. J'étais là pour les motiver, les recadrer quand il fallait. Mais non, Wemby, après, il savait ce qu'il avait à faire. Bilal, je l'ai bien motivé. Je lui ai montré que quand tu rentres bien en défense dans ton match, après, il n'y a que des bonnes choses qui suivent. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a, après, il a su surfer sur tout ça. Et il nous a montré de très belles choses. Il nous a montré son très, très gros potentiel. Je pense aussi à Armel Traoré. C'était sûr. compliqué pour lui. Il revenait de blessure, etc. Donc il fallait le remettre en confiance, il fallait lui parler bien, il fallait avoir un bon dialogue avec lui, qu'il ait un bon dialogue interne pour entamer les matchs. Donc voilà, c'était un peu tout ça mon rôle avec ces jeunes-là et surtout de les faire rire et de passer de bons temps ensemble, que ce soit sur ou en dehors du terrain, quoi. Ça marche. Et donc concernant la deuxième partie de la question, avec le potentiel regret sur cette défaite en Bien finale sûr, contre Monaco? potentiel regret, parce que quand tu vois le beau monde qu'on avait lors du match 3 à domicile, il y a des regrets parce que tu sais que ça va être le dernier match de la saison et qu'au final, tu aimerais encore profiter encore un peu plus. Et tu sais qu'on avait les moyens de titiller Monaco et d'aller peut-être chercher un Game 4, malgré qu'on savait que voilà, Monaco était armé pour avoir ce titre-là, que nous, voilà, on manquait un peu d'expérience. Mais c'est le seul regret que j'ai, c'est parce que quand je voyais l'ambiance qu'il y avait à Roland-Garros, je voulais revivre Roland-Garros 2 jours après, quoi. C'était vraiment ce petit regret-là, de ne pas avoir donné ce deuxième match à nos fans, au club et à l'équipe. Mais sinon, le reste, aucun regret parce que c'était juste magnifique en fait. Tu es le seul de l'année dernière à être resté pour cette nouvelle saison. Ton équipe est quasiment reléguée en Pro B à 6 journées de la fin. Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé durant cette saison galère, d'autant plus après avoir connu l'extraordinaire il y a moins d'1 an? Ah, c'est compliqué, hein, cette saison. Ouais, je suis le seul rescapé de l'année dernière. C'est très très compliqué quand tu vis une saison comme ça. C'est ma première saison que je vis comme ça. Donc forcément au début c'était très très dur pour moi. Mentalement c'était super dur. Mentalement j'étais même à cran. Limite j'arrivais à l'entraînement. T'étais énervé. Tu comprends pas pourquoi mais t'étais énervé. Donc ouais, j'ai pensé avoir les clés niveau mental pour passer outre et vite ouais, switcher. Mais au final, ouais, ça a pris quelques mois quand même avant d'encaisser la chose et de comprendre qu'au final, ça allait être très 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 compliqué. Parce qu'au final, il n'y avait pas forcément de changement quand on demandait des changements. Donc ouais, non, c'est une saison galère. C'est une saison galère. Je suis affecté, même si voilà, on essaie de rester motivé au jour le jour. Parce que de faire descendre le club, c'est pas une fierté. C'est quand même une responsabilité qui est énorme. Et le club ne mérite pas ça, mais c'est comme ça. Il y a des choses parfois qu'on ne contrôle pas dans la vie. Et ça, il y a des choses là, malheureusement, qui sont pas à notre portée, en dehors du terrain, qui sont compliquées à gérer. Et forcément, voilà, on n'a pas le contrôle là-dessus.
Mais ouais, c'est comme ça, hein. Malheureusement, on essaie malgré tout de rester motivé, de penser à nous, parce que voilà, on a des routines à faire, on a une carrière aussi à continuer, d'autres à construire. Donc il faut essayer de rester motivé, de montrer le meilleur de nous-mêmes et d'essayer de se battre coûte que coûte pour les couleurs du club, parce qu'au final, on est là pour défendre le maillot, de mouiller le maillot. C'est ce que j'essaye de faire au jour le jour et de faire ça tous les week-ends, même si voilà, c'est très très compliqué cette année. À présent, on va parler de l'équipe de France. On est obligé de parler de la sélection française pour toi quand même. Tu comptes 20 sélections à l'heure actuelle en 5-5. Ça prouve que tu as quand même fait partie des meilleurs éléments français dont le staff pouvait avoir à disposition, notamment lors des fenêtres internationales. Qu'est-ce que ça représente pour toi de porter le maillot bleu déjà et puis de rayonner à l'international? Bah, c'est magnifique, hein, de porter et de défendre les couleurs à l'échelle nationale, c'est une fierté, c'est un objectif. Et aujourd'hui, de pouvoir mouiller le maillot français, ouais, c'est une fierté énorme et c'est une responsabilité aussi énorme. Mais on vit pour ce genre de choses dans une carrière et d'avoir pu participer à ces 20 sélections, c'était juste énorme. Je savais mon rôle, Vincent Collet m'avait pris pour ça. Et l'ambiance équipe de France, c'est unique. Et de porter le maillot équipe de France, c'est unique aussi. Donc non, c'est une très grande fierté de pouvoir faire partie des équipes de France. Puis justement, ça vient confirmer ta progression. Il me semble que ta première sélection, c'est en 2017. Quand tu es à Exactement. Nanterre, tu es en train de monter. Ça prouve aussi que, comme je te disais au début, là, pour le coup, tu deviens un joueur majeur du basket français. Ouais, exactement. Là, ça commence un peu à se confirmer. Et voilà, c'était la petite récompense qui vient un peu couronner le tout. Et ouais, c'était vraiment une énorme fierté quand Pascal Benadio me l'annonce. C'était énorme. J'y croyais pas au début et au final, ça s'est réalisé. Et non, c'était une très grande fierté quand tu regardes le parcours, et tout, etc. Tu te dis voilà, que je viens de loin et que voilà, ça peut motiver d'autres personnes voilà, être au jour le jour et à croire en soi voilà, d'essayer de réaliser au maximum ses objectifs et ses rêves. En 3-3 maintenant, tu vas partir entre le 16 avril et le 7 mai avec l'équipe de France pour un stage de préparation à Séoul, puis ensuite pour le TQO au Japon, donc tournoi qualificatif olympique, on rappelle, pour essayer de qualifier l'équipe de France 3-3 aux Jeux olympiques qui auront lieu à Paris. Déjà, quel est ton rapport avec cette discipline? Je sais que c'est tout nouveau, je crois, pour toi. Mhm. Et ensuite, quel est ton état d'esprit avant cette échéance? C'était pas la première, c'était Quel est ton rapport avec le 3-3? mon rapport, bah, est tout nouveau, hein, je suis un peu, moi, je suis nouveau un peu de la discipline. J'ai appris à découvrir ce sport, cette discipline du basket. J'ai vraiment pris goût en février, c'était vraiment top. Très très bien accompagné, que ce soit par le staff ou par les joueurs qui sont pro 3-3. Et non, j'aime beaucoup. Je commence à y prendre goût et à regarder de plus en plus de 3-3 et à m'y intéresser un peu plus. C'est vrai que j'y connaissais rien, ni les matchs, ni les règles, ni les balles, etc. Mais aujourd'hui, ouais, je peux dire que j'aime beaucoup cette discipline. Et du coup, là, tu le sens comment la prochaine échéance? Est-ce que tu es excité, stressé? Comment ça se passe un peu? J'ai pas de stress, pas pour le moment en tout cas, parce que c'est encore un peu loin. J'essaie de pas trop y penser non plus parce que voilà, j'ai quand même des choses à boucler ici. Mais c'est vrai que ouais, ce serait mentir de dire que je suis pas entre guillemets pressé d'arriver en stage, de revoir les gars et d'apprendre de nouvelles choses et essayer voilà, de me battre pour essayer de qualifier cette équipe de France aux Jeux Olympiques. Ça reste un objectif énorme, ça reste un rêve énorme et bien sûr, il y a de l'excitation, il y a cette envie de bien faire. Donc ouais, c'est plutôt cool. Et si qualification il y a, du coup, objectif JO pour toi après? Bien sûr, je suis pas. Ce serait mentir de dire que je suis là juste pour faire le TQO et, et pas faire les JO. Non, bien sûr, j'ai en tête cet objectif-là parce que même au final, l'équipe de France là et au final quand je suis allé
En février, c'était clairement l'objectif de la Fédé. Et on va essayer de faire le maximum pour y arriver. Et non, ouais, c'est un objectif, que ce soit collectif ou personnel. Ça reste les JO, quoi. Les JO, et en plus les JO à Paris. Donc je pense que c'est une opportunité qu'on n'a pas souvent dans une vie, dans une carrière, d'être ici et pouvoir voilà, défendre le maillot de l'équipe de France, c'est énorme. Donc à voir, quoi. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Lao. Pour conclure, avant de te laisser, on va faire notre habituel petit true story. Je commence une phrase et je te laisse la compléter au fur et à mesure. Je m'appelle. Là, vous connaissez. Mais mes coéquipiers m'appellent aussi. Là où. Pas trop de surnoms. Moi, j'ai pas de surnom sur le terrain. Avant, Captain. Quand même. Cap. Avant chaque match, j'écoute. Aucune musique. Mon move préféré sur un terrain, c'est. Mon move préféré. Ça peut être en défense. Ouais, moi c'est la défense. Ouais, c'est d'intercepter les balles. Le joueur que je froisse en 1 contre 1, c'est. Allez, juste pour fun, je vais dire Armel Traoré. Mon plat préféré, c'est. Le Mafé. La meilleure ville de France, c'est. Paris. En dehors du basket, j'aime. Ma famille. Parce que C'est mon pilier ici-bas. le champion d'Euroleague cette saison sera. Monaco. Le meilleur joueur du monde est. Michael Jordan. Si je n'avais pas été basketteur, j'aurais été. L'autre fois j'ai dit expert comptable, les gens ils se sont moqués de moi. Faut assumer, hein. J'assume. Expert comptable. Expert comptable, ouais. On finit sur ça. Merci Ouais, beaucoup Lao Merci à toi. d'avoir répondu à l'invitation. plaisir. Et puis Ça à la prochaine. Bonne fin de saison en espérant Merci. le meilleur pour toi. C'est gentil. Allez, prenez soin de vous. Merci Ciao. à tous de Big nous up. avoir suivis. Ciao, ciao.